Et ensuite, les interventions, elles peuvent s'enchaîner. Il peut y en avoir 2 dans la journée, donc ça va se ressembler, le déroulement, l'installation se ressemble, mais chaque chirurgie est complètement différente en fonction du patient. Rien que de savoir qu'en fait, ils vont bien, quand la chirurgie s'est bien passée et qu'on a été acteur de ça, c'est, heu, c'est juste un bonheur et ça nous suffit, je pense. Bienvenue sur Cœur battant, le podcast qui fait battre le cœur de ceux qui vivent, de près ou de loin, avec les pathologies cardiaques. Nous sommes Mylène et Fanny, 2 sœurs unies par une histoire extraordinaire. L'une a soutenu, l'autre a survécu grâce à une greffe du cœur. Dans chaque épisode, nous vous invitons à plonger dans des récits authentiques et émouvants, à rencontrer ceux qui ont traversé des épreuves et ceux qui les accompagnent, le tout éclairé par les avis précieux de professionnels de la santé. Notre mission ? Vous donner les clés pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux accompagner les pathologies cardiaques, tout en tissant un lien de confiance entre patients, aidants et soignants. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts et plus résilients. Nous vous invitons à nous rejoindre pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement. C'est parti. Aujourd'hui, on lève le voile sur un métier méconnu, mais pourtant indispensable en chirurgie cardiaque, celui de perfusionniste. Ces professionnels de l'ombre sont les garants du bon fonctionnement de la circulation extracorporelle, permettant aux chirurgiens de réaliser des interventions à cœur ouvert en toute sécurité. Mégane, perfusionniste dans un service de chirurgie cardiaque, nous plonge dans son quotidien, entre maîtrise technique, vigilance absolue et travail d'équipe. Elle nous raconte son parcours, l'importance de son rôle au sein du bloc opératoire et les défis d'un métier exigeant, rythmé par les urgences et des horaires à rallonge. À travers cet épisode, j'espère que, comme nous, vous apprendrez à découvrir un métier passionnant mais qui manque de reconnaissance. On espère les aider à gagner un peu de visibilité et rendre leur statut moins précaire, car sans perfusionniste, pas de chirurgie cardiaque possible. Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on est avec Fanny et on accueille Mégane dans notre podcast. Bonjour Mégane. Bonjour Fanny, bonjour Mylène. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en nous donnant ton prénom, ton âge et l'intitulé exact de ta profession? Oui, moi c'est Mégane, donc j'ai 30 ans et je suis perfusionniste dans un centre de chirurgie cardiaque dans le sud de la France. Super. Et est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a amené vers ce métier? Oui, alors je vais commencer par mon parcours peut-être. J'ai fait un bac scientifique, après je suis entrée en école d'infirmière, donc qui a duré 3 ans, ce qui m'a amenée à travailler dans un service de soins intensifs de cardiologie. Heu, j'aime beaucoup la cardiologie parce que c'est vraiment très complexe, mais en même temps c'est un organe, vivant dont on a tous besoin, qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de précision. J'y ai travaillé pendant 2 ans. Ensuite, j'ai voulu évoluer un peu plus loin, aller, jusqu'au bout, avoir des patients un peu plus lourds, plus compliqués, plus techniques, on va dire. C'est pourquoi j'ai travaillé dans un service de réanimation cardiaque et c'est en réanimation que, j'ai pu, m'occuper de patients sous assistance circulatoire et de patients qui revenaient du bloc opératoire qui avaient été opérés de chirurgie cardiaque. Ensuite, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser, aux assistances. Je suis descendue plusieurs fois au bloc et c'est comme ça que, je me suis intéressée de plus près à la circulation extracorporelle et aux assistances. J'ai donc fait le master de circulation extracorporelle, pardon, à Paris et depuis je suis perfusionniste. Du coup, pour faire comprendre ce que c'est le métier de perfusionniste, hem, au préalable, du coup, il est nécessaire obligatoirement d'avoir un diplôme d'infirmier pour accéder, au diplôme de perfusionniste? Oui, alors avant, il n'y avait pas que des infirmiers, c'était aussi des techniciens. Mais maintenant, on est infirmier et globalement, on est soit infirmier anesthésiste.
Il y a aussi des médecins qui peuvent pratiquer. D'accord. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus précisément en quoi consiste, du coup, le métier de perfusionniste? Oui, métier de perfusionniste, donc on s'occupe globalement de la CEC. On va appeler CEC parce que c'est quand même plus court, parce que sinon circulation extracorporelle, c'est assez, indigeste. Donc on s'occupe de la CEC. La CEC, c'est une grosse machine qui est nécessaire pendant les interventions de chirurgie cardiaque. Elle va prendre le relais du cœur et des poumons pour que le chirurgien puisse travailler sur le cœur, pour qu'il soit immobile, qu'il soit vidé, on va dire, de son sang et pour qu'il puisse réparer et avoir accès, aux différentes structures du cœur et en même temps, il faut que les autres organes continuent de vivre, on va dire et donc c'est pour ça que cette machine, elle va prendre le relais. Elle va assurer un débit de sang qui sera oxygéné et décarboxylé pour que les autres organes soient nourris et perfusés le temps de la chirurgie. Moi, j'avais une question, Mégane, justement par rapport, à cette machine. Vu qu'il y a tout le sang que tu viens de dire qui est remis dans cette machine pour faire fonctionner les autres organes. Moi qui ai vécu, sûrement cette, enfin qui ai eu sûrement cette machine, je pense. Est-ce qu'on est considéré comme mort ou vivant? Non, on vous maintient en vie, en fait. Tous les organes sont en vie et on a des machines qui permettent de surveiller. Donc on surveille le cerveau, donc on va dire que tu es endormi très profondément pour que tu ne ressentes aucun stimuli. Mais tous tes organes sont maintenus en vie. Ton cœur est arrêté, mais il est protégé par des solutions qu'on appelle de la cardioplégie. Il est arrêté, il est perfusé, il est protégé. Il est immobile parce que le chirurgien a besoin de travailler sur un cœur immobile pour être plus précis. Donc ton cœur, effectivement, il est, on va dire, mis en pause, mais tous tes autres organes sont maintenus en vie grâce à cette machine. Et du coup, quand on est perfusionniste, on travaille dans quel service dans un hôpital? On travaille globalement en chirurgie cardiaque, mais on peut être amené aussi, à travailler en réanimation cardiaque pour surveiller les assistances. Et du coup, toi, là où tu travailles, ton je sais pas, ton équipe, tes collègues, c'est composé de qui? Oui, alors, au bloc de chirurgie cardiaque, on travaille, le perfusionniste travaille vraiment en trinôme avec l'anesthésiste et le chirurgien cardiaque. Mais bien sûr, il y a aussi les infirmiers anesthésistes qui aident l'anesthésiste et les infirmiers de bloc opératoire qui sont présents pour aider le chirurgien sur la table et on a, des infirmiers, circulants qui, eux, donnent le matériel stérile, parce que tout est bien sûr stérile sur la table d'opération et on travaille vraiment tous ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe. Et du coup, sur une opération, je sais pas, je sais pas quoi te donner comme exemple, mais sur une opération classique, vous êtes, combien, à minimum, pour un patient? Oui, alors au minimum, donc il y a un chirurgien cardiaque avec 2 infirmiers de bloc, donc on va dire l'instrumentiste et l'aide opératoire. Il y a un anesthésiste avec l'infirmier anesthésiste, un perfusionniste bien sûr et un infirmier circulant. Donc, au minimum, 7 personnes pour un C'est ça, patient à opérer, quoi. OK. c'est ça. Et il y a combien de personnes, perfusionnistes comme toi en France? En France, on est environ un peu moins de 300 il me semble, mais il y a beaucoup de postes qui sont vacants en ce moment avec, des départs à la retraite qui sont pas forcément remplacés. Que comme le métier, il est pas très connu, c'est vrai que moi, avant d'être en chirurgie cardiaque, je connaissais pas vraiment. Enfin, on se doute qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de quelque chose, mais c'est vrai qu'on n'en entend pas forcément parler, donc c'est pas très connu et là, il commence à manquer de postes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer vraiment, dans les grandes lignes et puis, de la manière, on va dire, la plus simple pour toi, ce que tu fais au quotidien? Même si on imagine qu'une journée type, n'existe pas et que chaque, journée est bien particulière, j'imagine. Oui, alors, c'est simple, hein, le matin, on arrive, heu, on accueille le patient, donc c'est vraiment le circulant qui accueille le patient. Moi, j'arrive, il commence déjà à être endormi, donc je regarde le dossier parce que notre perfusionniste, pour s'occuper de la machine, c'est vraiment au cas par cas en fonction de chaque patient.
Donc on recueille, toutes les données nécessaires au bon déroulement de la CEC. On prépare notre console, donc c'est-à-dire qu'elle est déjà montée pour, gagner un petit peu de temps, mais on va la débuller parce que pour assurer, la perfusion correctement, il faut qu'il y ait vraiment aucune bulle parce que ça pourrait créer des dommages, au cerveau. Donc on débulle notre circuit, on le prépare. Ensuite, on va s'installer en salle. En attendant, il y a toujours les équipes d'anesthésie qui continuent de techniquer le patient. Nous, on s'installe en salle, on fait tous les branchements, les gaz, le réchauffeur qui va permettre d'avoir une circulation extracorporelle en normothermie, donc c'est-à-dire à 36-37 degrés. Heu ensuite, il y a l'intervention chirurgicale avec le chirurgien qui va réparer. Nous, on entre dans la procédure. On est aux manettes de la CEC. À ce moment-là, il faut vraiment être très précis, très concentré. Donc en général, on évite tout ce qui est perturbations, extérieures, externes, tout ça. Donc certains chirurgiens travaillent un peu avec de la musique. Nous, en chirurgie cardiaque, on évite. On est vraiment très concentré. Ça va plus être sur la fermeture où on va avoir une ambiance un peu plus cool avec un peu de musique et voilà. Mais pendant le temps cardiaque, c'est vraiment très précis. Et après ensuite, l'intervention se termine, on restitue nous tout le sang qui était dans la CEC, on le lave et on le rend au patient et ensuite, bah, les interventions, elles peuvent s'enchaîner. Il peut y en avoir 2 dans la journée, donc ça va se ressembler, le déroulement, l'installation se ressemble, mais chaque chirurgie est complètement différente en fonction du patient. Et du coup, vous pouvez avoir jusqu'à 2 interventions par jour et vous pouvez en avoir zéro parfois? Ou c'est au moins une? Oui, c'est ça, ça arrive qu'on n'ait pas d'intervention dans la journée parce que le patient a été annulé, parce qu'il a pris ses anticoagulants, qu'il fallait les arrêter. Ça peut arriver que le patient, je sais pas, il ait un imprévu au dernier moment qu'il est annulé. Ou alors c'est ce qui peut arriver aussi, c'est que nous, on soit obligés d'annuler parce qu'on a travaillé dans la nuit et que du coup, il y ait plus d'équipe qui soit disponible le lendemain pour opérer. À ce moment-là, le patient est reprogrammé à un autre jour. OK, et encore une question, quand, tu dis, vous lavez le sang, heu, vous lavez avec quoi? Du sérum Phi ou, oui, question bête, mais Non, non, il y c'est a pas de question intéressant. bête. En fait, si tu veux, tout le sang du malade, en fait, arrive dans notre machine. Il est réinjecté au fur et à mesure, mais quand on va dire, quand on se pose, c'est-à-dire quand on essaye de restituer au maximum le sang de notre machine, mais pour ne pas envoyer d'air, on est obligé de garder un certain minimum dans notre machine. Donc on reconnecte le tubing de cette machine à une autre machine qu'on appelle le cell saver, qui récupère, qui aspire tout le sang, à l'intérieur de la CEC et qui effectivement le lave avec du sérum Phi, avec une centrifuge qui va vraiment extraire la centrifuge, elle va extraire les globules rouges et elle va rendre au patient uniquement, les globules rouges du patient. Non, c'est super intéressant parce que j'étais à milieu de m'imaginer toute, la technique, qu'il y avait autour de ça, tu vois? Et oui, c'est sûr. On s'imagine pas l'importance et l'ampleur que ça peut prendre. Tant qu'on n'y est pas de toute façon, hein. Du coup, dans ton métier, j'imagine qu'il y a des urgences qui se présentent parce qu'on va dire dans le domaine cardiaque, il y a parfois des choses qui sont pas prévisibles. Est-ce que Ouais. toi, du coup, tu fonctionnes avec, des gardes, avec, je sais pas comment ça fonctionne? S'il y a une urgence, comment est-ce que tu es appelé? Comment vous organisez dans l'équipe, dans laquelle tu es? Tu peux nous expliquer ça? Oui, bien sûr. C'est effectivement un système d'astreinte. En fait, il y a forcément un chirurgien, un anesthésiste avec l'infirmier anesthésiste. En fait, on est les 7 à être d'astreinte. Les 7 infirmiers ou médecins qui s'occupent du malade, on est d'astreinte pendant 24 heures, voire parfois plusieurs jours d'affilée. Hem Et on peut être appelé que ce soit à la maison ou en étant déjà au travail, pour une urgence, que ce soit dissection aortique. Alors nous, on fait pas de greffe, mais dans les autres centres, il y a des greffes, et il y a les pauses d'ECMO, donc d'assistance circulatoire. On peut être appelé pour plusieurs choses. Mais c'est effectivement un système d'astreinte, donc on n'est pas forcément sur notre lieu de travail. On peut être à la maison, mais on doit être dans un périmètre assez restreint autour du travail, puisqu'on doit y être en moins de 30 minutes.
Du coup, c'est quand même un métier assez, on va dire, prenant parce que ça demande des certains je pense une certaine hygiène de vie, certains sacrifices, enfin, je sais pas, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus? Exactement. Exactement, de l'hygiène de vie, c'est sûr que c'est important parce qu'on peut travailler la nuit, la journée, on n'a vraiment pas d'horaire pour travailler. On a effectivement les horaires de bloc sur les patients qui sont programmés. Donc ça effectivement, c'est très carré, c'est confortable parce qu'on travaille pas les week-ends, les jours fériés. Malheureusement, quand on est d'astreinte, c'est vrai qu'on peut être déclenché à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et les interventions, elles sont assez longues parce que c'est, on va dire, le temps d'installer, de faire la chirurgie, c'est minimum 6 heures de travail en salle. Je vois Fanny avec la bouche grande ouverte, hein. Bah, à 6 heures, c'est on va dire, c'est déjà presque une journée de travail, on va dire, normale et toi, beh, au final, tu as pu, assister un seul patient, c'est ça aussi? C'est ça. Et du coup, de donner peut-être les chiffres, ça donne, peut-être aussi aux gens la le on va dire, l'ampleur de tout ce qu'il y a autour d'une simple, on va dire, opération, même si parfois les opérations sont complexes, c'est pas ça que je dis, mais de voir tout le travail qu'il y a en amont et aussi par après, autour d'une seule chirurgie, quoi. Exactement. C'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte et pour nous, ça passe tellement vite parce que, ben, tout est rythmé, tout est cadré et tout va vraiment tout s'enchaîne. Mais c'est vrai que pour les familles qui doivent attendre, le coup de téléphone du chirurgien pour dire que ça y est, c'est terminé, l'opération s'est bien passée, c'est vrai que ça doit être assez long. Dans la clinique dans laquelle, tu travailles, est-ce que, vous êtes combien de perfusionnistes? Mmh. Nous, on est 3 perfusionnistes pour 2 salles de chirurgie. OK. Et du coup, c'est bien ou c'est peu ou comment tu te sens, là-dedans? Pour 2 salles, je pense que c'est bien. C'est sûr que si on était plus nombreux, ça allégerait un petit peu les astreintes et les gardes, mais pour 2 salles, c'est assez confortable parce que ça veut dire qu'il y en a toujours un qui est dans l'une des salles et il y en a un qui est un peu volant, qui peut être disponible pour aider ou s'il y a une urgence. Mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours 3 sur site parce qu'on a les jours de repos vu qu'on travaille en 9 heures. On a forcément un jour de repos dans la semaine, donc il y a des journées où on peut être seul perfusionniste sur place. Et lors des interventions, est-ce que vous avez différentes machines, pour, maintenir le patient en vie, on va dire? Différentes assistances, c'est ça que tu disais? C'est ça, c'est, tu appelles ça des assistances dans dans ton métier? Nous, là où je travaille, on travaille dans une clinique. On a 2 consoles de CEC, donc une pour chaque salle et on a 2 consoles d'ECMO, d'assistance circulatoire. C'est pas forcément très nombreux, mais pour nous, ça suffit pour la clinique, pour le nombre de patients qu'on a, on arrive à gérer comme ça. Et alors du coup, quelle est la différence entre une CEC et une, ECMO? Alors j'ai bien compris que la CEC, c'était quand on opérait, c'était vraiment pour, quand le patient enfin, pour enlever tout le sang qui circule habituellement dans le cœur, donc pour avoir un cœur immobile, ça j'ai bien compris. Et une ECMO, c'est quoi la différence du coup? Ouais, donc la CEC, tu l'as bien compris, c'est en chirurgie cardiaque qu'on l'utilise parce qu'on a des systèmes d'aspiration, on a un système qui va nous permettre d'arrêter le cœur, de le protéger, de continuer de le perfuser quand il le faut. L'ECMO, elle, c'est, une assistance circulatoire aussi. Le principe peut être le même, mais c'est plutôt une assistance qui va être posée en urgence. En fait, c'est un patient qui va faire un arrêt cardiaque, c'est, un patient qui va avoir, par exemple, pendant le covid, des poumons qui étaient vraiment trop fragiles et qui n'arrivaient plus à oxygéner correctement. En fait, l'ECMO, elle va être là pour suppléer et donc pour assister soit le cœur et les poumons. Donc il y a 2 types d'ECMO, c'est les ECMO artério-veineuses, celles-ci vont suppléer le cœur et les poumons. C'est-à-dire que l'ECMO va générer un débit, va permettre d'oxygéner et de faire circuler le sang à un certain débit pour remplacer le cœur et que le cœur n'ait plus à se contracter et se fatiguer. Donc le cœur est mis au repos, on lui administre les drogues en parallèle pour qu'il puisse se recontracter et récupérer sa fonction et l'ECMO véno-veineuse, elle va être là, hem pour remplacer la fonction des poumons, donc ils n'arrivent plus à oxygéner correctement parce qu'ils sont trop inflammatoires. Donc elle va être là pour vraiment, assurer une oxygénation parfaite
le temps que les poumons puissent récupérer et cicatriser. Donc l'ECMO, c'est vraiment une assistance qui est là, en recours d'urgence, en fait. Et du coup, les patients peuvent la garder, en moyenne combien de temps? Parce que si j'ai bien compris, c'est quelque chose que tu peux garder, plus longtemps qu'une CEC quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors en théorie, la CEC, on pourrait la garder longtemps aussi, enfin, on pourrait la garder comme une assistance parce qu'on peut faire la même chose qu'avec l'ECMO, mais bon, c'est très encombrant, ça prend beaucoup de place, donc on évite. L'ECMO, on essaye de la garder le moins longtemps possible parce que sinon il y a beaucoup de problèmes et d'inconvénients qui peuvent être liés au saignement, à l'inflammation, aux infections aussi. Donc le moins de temps on la garde, le mieux c'est. Mais, les patients peuvent aller jusqu'à 2, 3 semaines en général, voire plus parfois s'il y a pas de souci et qu'ils n'arrivent pas à récupérer. Mais c'est pas le but. Alors du coup, la CEC, on a à peu près compris ce que c'était. L'ECMO, tu as bien l'expliqué et c'est intéressant parce qu'on a plusieurs, témoignants qui ont déjà témoigné dans le podcast qui avaient été mis sous ECMO et même en tant que patient, pour eux, ils connaissaient le nom, mais c'était compliqué d'expliquer vraiment, ce à quoi ça servait. Donc ça, c'est Bien super sûr. chouette d'avoir une belle explication. Et on a d'autres patients qui, eux, avaient été mis sous Berlinert et je ne sais pas si tu connais les dispositifs et si tu saurais nous en dire un peu plus si tu travailles avec ceux-là? Alors nous, dans notre centre, on n'en fait pas. On n'a pas de Berliner, mais j'en ai bien entendu parler pendant mon master et j'en ai vu, à la Pitié à Paris. Le Berliner, c'est une assistance qui est ventriculaire et qui est mécanique. En fait, c'est un système de pompe qui va se gonfler et se dégonfler et qui va remplacer les ventriculeurs, soit un ventricule, soit les 2 ventricules et vont être mis en place pour des patients qui sont souvent en attente de greffe, avec des ventricules qui sont trop fatigués, pour lesquels, on peut malheureusement plus rien faire. Ils se posent pas en urgence comme une ECMO. Souvent, c'est des patients qui ont d'abord eu une ECMO ou alors qui sont très, très fatigués, les ventricules arrivent au bout et on a le temps de programmer une chirurgie parce que ça se fait sous chirurgie. L'ECMO peut se faire, de manière percutanée, donc c'est-à-dire on ouvre juste, on met les canules, comme une prise de sang, mais en beaucoup plus gros, on va dire, pour vulgariser ça. Alors que le Berliner, vraiment, c'est une intervention chirurgicale. Le chirurgien va devoir couper une partie du ventricule de la personne pour le remplacer par des ventricules pneumatiques. Eh bien, c'est super, parce que enfin, c'est super clair comme tu l'expliques. Merci. Mais du coup, en tant que perfusionniste, tu peux, avoir alors même si on va dire dans ton établissement, vous n'utilisez pas, ce dispositif-là, tu peux être amené à travailler dessus si tu étais par exemple dans un établissement qui posait des Berliners et qui travaillait avec ça, c'est ça? Bien sûr, oui, c'est ça et même si nous, on n'est pas un établissement, de greffe parce qu'on ne greffe pas chez nous, mais on est en clinique et que tout part à Marseille. On est quand même dans un lieu assez touristique avec pas mal de vacanciers. On peut être amené à avoir des patients qui parce qu'ils ont le droit de sortir, de se déplacer, on peut être amené à avoir des patients qui ont des assistances implantables. Il y a le Berliner, mais il y en a d'autres et on peut, un patient qui va décompenser, qui est en vacances et qui en a un, on peut être amené à s'en occuper. Alors bien sûr, on va s'en occuper temporairement, le temps de le transférer vers le centre de référence qui, chez nous, dans le sud de la France, est Marseille. Alors moi, je voulais aussi te parler un petit peu du coup de ton métier qui est un peu un métier de l'ombre, heu, parce que, beh, en fait, le patient ne vous voit pas et ne vous connaît pas parce que même si parfois vous intervenez dans les services, que ce soit en réa ou post-chirurgie, souvent ils sont encore, sédatés, donc pas vraiment conscients. Donc je sais pas, est-ce que tu as parfois des contacts quand même avec, les patients, que tu as opérés? Est-ce que tu as des nouvelles? Comment est-ce que tu fais pour avoir un petit peu, ouais, un retour sur ton travail aussi? Parce que tu t'es soignante, mais au final, tes patients sont pas, très souvent réveillés donc C'est ça, quand on accueille le patient, alors il est réveillé, mais en général, les patients sont assez stressés. On essaye de les faire descendre dans un cadre un peu serein, de les mettre en confiance. Donc on va pas tous leur sauter dessus et leur dire, quelle est notre fonction. Donc c'est vrai que nous, en tant que perfusionnistes,
Ils nous voient pas trop. C'est surtout l'anesthésiste qui voit avec l'infirmier anesthésiste qui vont vraiment, l'accueillir et l'apaiser jusqu'à l'endormir. Nous, quand on arrive, donc on est en salle, la CEC se fait, bien sûr, le patient, il est endormi complètement et ensuite, nous, ils vont pas en salle de réveil, ils vont directement en réanimation cardiaque. Ils sont réveillés en réanimation et c'est vrai que, bah, une fois qu'ils sont en réanimation, que la CEC elle est faite, nous, on n'a pas trop de contact avec eux. On a bien sûr des nouvelles par les chirurgiens qui nous en donnent régulièrement, voilà, quand on pose des questions: «Ah, comment va un tel ou un tel?» Mais c'est vrai qu'en tant que perfusionniste, on est amené à passer en réa donc moi, il m'arrive d'aller voir discrètement les dossiers des patients ou de passer devant la fenêtre, voir comment ils vont. Mais c'est vrai que j'ai pas de contact direct avec eux. C'est pas trop frustrant, ça te va? Ça me va parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des moments qui sont plus difficiles et bah, même si on est perfusionniste et soignant, on peut être touché par certaines situations, donc mettre un peu de distance, c'est pas plus mal et rien que de savoir qu'en fait, ils vont bien, quand la chirurgie s'est bien passée et qu'on a été acteur de ça, c'est, heu, c'est juste un bonheur et ça nous suffit, je pense. Et quelles sont, selon toi, les qualités nécessaires pour exercer justement ce métier de perfusionniste? Ouais. Pour être perfusionniste, je pense qu'il faut être, très, très rigoureux parce que c'est vraiment, un métier où la moindre erreur, elle peut être fatale. Faut savoir garder son calme dans n'importe quelle circonstance, parce qu'on fait tout pour optimiser la CEC, tout pour que tout se passe bien. Donc en général, ça se passe très bien, mais peut y avoir n'importe quel gag qui peut se passer et ça, c'est imprévisible et il faut savoir agir très rapidement, dans le calme, parce que quand on panique, on perd tous ses moyens et ça, c'est pas possible. Donc voilà, il faut agir très rapidement, garder son calme et rester rigoureux dans toutes les circonstances. Mais du coup, il y a quand même beaucoup de pression parce que ton intervention, elle est, bah, vitale. Enfin, je veux dire, si ouais, c'est ça. Et du coup, comment tu fais? Est-ce que tu développes des choses de ton côté pour, arriver à garder justement, le côté calme, ne pas céder au stress parce que, bah, c'est des situations qui sont quand même, on va dire, potentiellement graves donc et surtout quand on comprend un peu les données et tout, on se dit tout de suite: «Bon, voilà comment est-ce que toi tu fais pour cultiver le fait de rester calme en toutes circonstances?» Je pense que c'est un gros travail sur soi à faire, donc il y a des natures qui sont stressées et des personnes de nature plutôt calme. J'ai l'avantage de stresser, mais de pas forcément le montrer et d'avoir ce côté calme et je le cultive en faisant du sport à côté. Donc de dégager toute l'énergie qui peut être un peu négative, je l'évacue en faisant du sport. J'essaye de faire du yoga, un peu d'exercice de respiration quand je le peux et vraiment ça aide beaucoup et le fait de rentrer parfois en vélo, parce que du coup j'ai de la chance de pas habiter trop, trop loin de mon travail. Donc je rentre à vélo, le bord de mer, le soleil, c'est vrai que c'est avantageux et ça permet vraiment d'évacuer après une journée et après quand on arrive au travail, on se sent mieux. Mais ça se cultive. Et dans ton métier, qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui est le plus dur? Ouais, alors ce qui me plaît le plus, c'est, on a un peu parlé tout à l'heure, c'est de voir l'évolution positive du patient, après la chirurgie, en fait. Quand tout s'est bien passé et même quand ça a été une CEC un peu difficile, quand on voit le patient derrière, qui le lendemain est réveillé, qui le lendemain est assis en train de manger, enfin, c'est vraiment très gratifiant et le plus dur, je pense que c'est toutes les responsabilités qu'on associe, hem, à ce métier parce que c'est vrai que comme on l'a dit avant aussi, la moindre erreur, elle est fatale, donc c'est vrai qu'il y a énormément de responsabilités. Si ça se passe mal, c'est, un sacré poids qu'on a sur nous et les amplitudes horaires qui peuvent être, énormes. On peut, commencer notre journée le matin à 8 heures et être obligé de la finir le soir à minuit, 1 heure du matin parce qu'on a tout enchaîné. Ça, c'est le côté le plus dur. Effectivement, ça a l'air, dur. Est-ce que dans ton quotidien au travail, est-ce qu'il y a un objet que tu trouves indispensable ou que tu ne quittes jamais? C'est mon stylo à paillettes.
Le stylo est nécessaire parce que, on peut aller travailler dans n'importe quel service, en fait. On peut, être obligé de poser une assistance, dans un service, enfin, qui reste dans la clinique, mais qui n'est pas au bloc opératoire et du coup, il me faut, mon stylo parce qu'il faut noter le poids, la taille, parce que j'ai pas forcément tous mes dossiers sur moi. Il y a certaines informations qui sont notées, donc on note tout au stylo sur sa main. Donc le stylo, c'est vraiment l'élément indispensable à avoir dans sa poche. La paillette, bien sûr. Ah oui, hein, si déjà on peut. Quel est le message ou les valeurs que tu souhaites partager à travers ton témoignage? Ouais, alors le métier de perfusionniste, donc on en a fait un peu le tour, en disant que voilà, les amplitudes horaires étaient longues, que le travail était très rigoureux et qu'il fallait être très précis. Mais à côté de ça, il y a quand même de belles choses, hein, parce que sinon je ferais pas ce métier. Il y a toutes ces valeurs qui sont positives, tout être dans l'ombre, c'est le côté un peu négatif parce que c'est vrai qu'on n'est pas connu, on est on est payé comme des infirmiers, il y a pas vraiment de revendication salariale par rapport à ça, donc c'est un peu dévalorisant. Mais à côté de ça, on fait de très belles chirurgies, on permet aux patients d'aller mieux après. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est des valeurs qui sont importantes à mes yeux. Hem, on est perfusionniste au bloc, on est indispensable à la CEC, on est indispensable à la chirurgie. On n'a pas de statut pour l'instant, mais il y a un comité, un syndicat qui a été créé, de perfusionnistes et on essaye d'avoir une reconnaissance auprès de l'État français, qui pour l'instant n'existe pas encore, mais on se bat pour ça. Les perfusionnistes en France, on est, on va dire très peu quand même par rapport au nombre de soignants qu'il y a, mais on est très soudés, on a un groupe, WhatsApp par lequel on communique et on essaye de faire avancer les choses, ensemble. Ouais, j'ai découvert ça quand du coup, je me suis intéressée du coup à ton métier de perfusionniste et j'ai du coup découvert qu'effectivement, vous faites une spécialisation qui est quand même de 2 ans en plus, donc juste pour devenir perfusionniste, qui n'est aucunement, du coup, reconnue au niveau du salaire déjà. Ça, c'est une première chose, mais je trouve que le pire, enfin quand j'ai trouvé ça, c'est que même pour, le ministère de la santé, vous n'avez aucune reconnaissance et alors que vous êtes indispensable pour des opérations qui sont vitales. Donc voilà. Donc si vous voulez aider quelque part les perfusionnistes et montrer un petit peu qu'ils existent et qu'ils sont indispensables dans des chirurgies cardiaques, je pense que ça vaut le coup de faire, remonter un peu ces revendications parce que tout le monde peut être concerné par, une chirurgie cardiaque donc C'est ça et c'est ça. Ou par une simple assistance un jour, on ne sait pas. Je le souhaite à personne bien sûr, mais on est là et on agira quoi qu'il arrive, même en étant en sous-effectif et d'ailleurs on recrute, hein, s'il y a besoin, c'est un très beau métier. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Mégane? Alors pour l'instant, j'ai pas vraiment de projet, professionnel parce que c'est vrai que ça fait pas très longtemps que je suis perfusionniste. Donc j'essaye vraiment de continuer à me perfectionner dans ce métier et ce qu'on peut me souhaiter, ce serait peut-être de nouveaux collègues, de gens, qui auraient envie de se former, de découvrir ce métier qui est vraiment un métier passionnant et pourquoi pas former de nouvelles personnes? On attend. et est-ce que tu as, des projets que tu aimerais nous partager? Pour l'instant, pas trop de projets, on va voir, on va voir. On essaye d'avoir une reconnaissance du métier, donc on essaye de faire reconnaître les choses, donc c'est un des projets en cours, mais par la suite, on verra. On attend. OK et ben, en tout cas, un grand merci à toi d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous autour de ce métier que je trouve, juste fantastique de perfusionniste. Hem et merci d'avoir montré votre importance et je pense que on peut te remercier, au nom de tous les patients qui qui sont passés entre les mains de perfusionnistes sans le savoir. Oui, merci beaucoup, Mégane, pour ton témoignage. Même moi-même, j'ai appris ce que c'est du coup ce métier, alors que j'ai un CV long comme tout en hôpital, hein.
C'est ça, la cardiologie, c'est ton domaine. Tu connais très, très bien. Je pense que tu en connais même plus que certaines personnes. Mais, c'est moi qui vous remercie à toutes les 2 de nous aider du coup à faire parler de ce métier et faire reconnaître les choses. Merci à vous. Merci Mégane. et bonne continuation Bonne surtout. continuation. Au revoir. Merci. Bonne continuation. Salut. Malgré la pression, l'exigence et le manque de reconnaissance, Mégane nous le rappelle. Savoir qu'un patient va bien grâce à leur travail est leur plus grande récompense. Nous la remercions très chaleureusement pour son témoignage authentique et singulier. Vous l'avez entendu, ce métier recrute. Il a de l'avenir, mais il a besoin d'être davantage mis en lumière et reconnu à sa juste valeur. Alors si ensemble nous faisions un peu de bruit pour leur donner de la visibilité, merci à ceux qui partageront l'épisode afin qu'il puisse tomber dans les bonnes oreilles. La prochaine fois que vous entendrez parler de chirurgie cardiaque, pensez à eux, aux perfusionnistes. Ces maillons invisibles mais vitaux.